Donald Trump accueilli en héros en Israël, Emmanuel Macron qui déclare que la paix devient possible pour Israël. Les 20 otages israéliens encore vivants ont été libérés ce lundi matin après 738 jours de captivité. En échange, Israël est censé libérer cette semaine près de 2000 Palestiniens au total. Mais alors, est-ce que cet échange marque vraiment le début de la paix et à quoi faut-il s'attendre maintenant? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. On fera ensuite un point évidemment sur le reste de l'actualité dans le monde, mais aussi en France avec ce nouveau gouvernement. On est donc parti ensemble. Alors on va essayer de faire un point le plus factuel possible sur la situation. Cette première étape, ce à quoi on assiste en ce moment, c'était la première étape du plan de paix proposé par Donald Trump. Après le cessez-le-feu qui est entré en vigueur vendredi dernier et le retrait partiel et pas total, on va en parler après, de l'armée israélienne à Gaza, eh bien tous les otages israéliens vivants sont désormais rentrés en Israël. Initialement, les dépouilles des 28 otages restants tués devaient également être remis aujourd'hui aux familles des victimes. Mais les proches des otages ont appris finalement que le Hamas ne remettrait ce lundi que 4 corps d'otages décédés, dénonçant, je cite, une violation de l'accord de cessez-le-feu. Si les 20 derniers otages vivants ont donc été effectivement libérés aujourd'hui, ce qui a provoqué d'immenses scènes de joie en Israël, eh bien pour ce qui est des dépouilles, ce n'est pas encore le cas dans leur totalité. Pour rappel, lors des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, 1200 Israéliens avaient été tués, en majorité des civils, notamment des festivaliers du festival Nova ou encore des habitants des kibbutz, donc des villages alentours. Par ailleurs, à l'époque, c'est 251 personnes qui avaient été prises en otage. Certains ont donc depuis été tués à Gaza ou libérés lors de cessez-le-feu précédents. Par ailleurs, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, vous le savez, Israël a débuté un bombardement massif de Gaza, tuant plus de 67 800 Palestiniens, en majorité des civils selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, mais c'est des données considérées comme fiables par l'ONU et par de nombreuses ONG, voire potentiellement des données sous-estimées selon plusieurs ONG. Le territoire palestinien, vous le savez, s'est aussi retrouvé dans une situation de famine. De nombreuses ONG comme Amnesty International, Médecins sans frontières, mais aussi des États comme l'Espagne, évoquent un génocide à Gaza. On a eu l'occasion d'analyser ces derniers jours l'isolement progressif du gouvernement israélien qui compte de nombreux ministres d'extrême droite qui appelaient ces derniers jours ouvertement à une colonisation de Gaza. Pour en revenir donc à ce qui s'est passé ce lundi, dans la foulée de la libération de ces otages et avec donc ces scènes de joie de proches de ces otages en Israël, Donald Trump s'est exprimé depuis la Knesset, qui est le parlement israélien situé à Jérusalem. En échange de la libération de ces otages, Israël est censé libérer dans la semaine progressivement près de 2000 Palestiniens. Concernant les profils de ces Palestiniens, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y a différentes cas de figure et différentes situations, mais ils retrouveront donc la liberté dans les prochains jours. On en reparle donc dans la semaine, mais on a déjà pu voir en ce lundi des images de joie en Cisjordanie avec les premiers Palestiniens libérés qui ont été donc accueillis par leurs proches. Alors ce lundi, Donald Trump s'est exprimé depuis la Knesset, qui est donc le parlement israélien qui est situé à Jérusalem. Selon lui, ce lundi marque, je cite, la fin d'une ère de terreur et de mort et le début d'une ère de foi et d'espérance. Il parle aussi de l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Ce dimanche, il est même allé jusqu'à affirmer devant des journalistes que la guerre est terminée. Mais pour autant, est-ce que la guerre est réellement terminée? En réalité, il reste de nombreux points encore flous, des points qui peuvent potentiellement compromettre la stabilité de la situation, compromettre donc un réel accord de paix. C'est donc important de faire un point sur ces différents éléments puisque on le disait, là on était sur les premières étapes du plan de paix proposé par Trump. Au total, il y a 20 points et certains de ces points restent réellement à préciser. Le premier point qui a été repoussé à plus tard et qui sera forcément tôt ou tard un objet de discussion, ça concerne le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. En effet, le plan de paix de Trump, il prévoit, je cite, un retrait échelonné complet de l'armée israélienne de l'enclave. Un retrait échelonné complet, ça peut vouloir tout et rien dire ici, mais en gros l'idée c'est d'avoir une sortie progressive en plusieurs étapes de l'armée israélienne jusqu'à un retrait total, et c'était d'ailleurs l'une des principales revendications du Hamas. Pour l'instant, il y a une première phase du retrait qui a été opérée, ça veut dire que l'armée israélienne s'est retirée d'une partie du territoire palestinien de Gaza, mais ce n'est pas le cas de tout le territoire. L'armée israélienne contrôlerait aujourd'hui environ 50% du territoire contre 80%
avant l'accord. La suite du plan de paix, elle prévoit un nouveau retrait des forces israéliennes vers une autre ligne près des frontières extérieures de la bande de Gaza, avant donc à la fin un départ complet. Sauf que aucune date n'a été donnée pour le moment. Ce retrait en fait, il est censé arriver après le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Alors qu'est-ce que c'est que cette force internationale de stabilisation? En fait, cette force de stabilisation, elle est différente du gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, c'est quelque chose qui sera supervisé par Trump, qui est censé assurer la sécurité dans la bande de Gaza avec plusieurs pays. Mais là, cette force de stabilisation, pour l'instant, elle est encore en discussion. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être le point majeur à retenir, c'est que pour l'instant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il n'y aurait pas de retrait total d'Israël de Gaza. C'est une position qui contredit le plan de Donald Trump et c'est donc un point absolument majeur qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. D'ailleurs, en réponse à ces différentes déclarations, le Hamas a notamment appelé Donald Trump et les pays garants de cet accord contraindre Benjamin Netanyahou à, je cite, respecter pleinement ses engagements et ne pas lui permettre de s'y soustraire ou de retarder la mise en œuvre des points convenus. Premier point donc, il va falloir surveiller la question du retrait complet réel de l'armée israélienne. Le second point qu'il va falloir observer, ça concerne le désarmement du Hamas. Selon l'accord, le Hamas aurait accepté de ne pas participer à la future gouvernance de Gaza, mais plusieurs responsables du Hamas rejettent catégoriquement toute idée de désarmement du Hamas. Et là aussi donc, vous l'imaginez, du côté d'Israël, c'est un point non négociable et un point important. Bref, ces deux points majeurs et cruciaux seront discutés. Ils ont été déjà discutés aujourd'hui, puisque en Égypte, aujourd'hui, s'est tenu un sommet avec près de 20 pays, dont la France, ou encore le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donald Trump, évidemment, était lui aussi sur place. Selon le ministère des Affaires étrangères égyptien, un document doit être préparé dans le cadre de ce sommet. Sauf que là-dessus, ce qu'il faut noter, c'est que le Hamas a annoncé qu'il ne participerait pas à la signature directe de ce document et qu'il passerait par l'intermédiaire de médiateurs qataris et égyptiens. Et côté israélien, Benjamin Netanyahou a indiqué qu'aucun responsable israélien ne participerait à ce sommet. Le Premier ministre israélien qui a justifié cela par une fête juive qui débute ce lundi soir, Simchat Torah. Toujours est-il donc que ni Israël ni le Hamas ne participent directement à ce sommet. A noter par ailleurs que là on parle d'un accord de cessez-le-feu, pas d'un accord de paix. Et évidemment, il y a une différence. Un cessez-le-feu, c'est un arrêt des combats de façon davantage temporaire. C'est différent donc d'un accord de paix qui est plus long terme. En tout cas, selon Emmanuel Macron, qui est lui aussi présent au sommet pour échanger donc sur la suite, la priorité est, je cite, la reprise des opérations humanitaires à Gaza, alors que vous le savez, on en a parlé très régulièrement ces derniers jours, la situation à Gaza reste absolument catastrophique. Alors selon différentes sources citées par Reuters, entre 400 et 600 camions d'aide humanitaire devraient affluer prochainement chaque jour dans la bande de Gaza. On continuera évidemment à suivre la situation, surveiller donc dans quelle mesure le cessez-le-feu est respecté, surveiller aussi donc les négociations aussi dans les prochains jours. Et pour plus d'informations, vous le savez je pense, mais sur Instagram, on va continuer à vous informer cette semaine. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Ce format est aussi disponible en version podcast et directement en podcast, vous pouvez retrouver aussi nos actus culturels ainsi que nos interviews. On va faire quasiment une interview par semaine dans les prochains jours et donc vous pouvez les retrouver en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur votre appli de podcast, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Ça y est, le nouveau gouvernement a été annoncé ce dimanche soir par le Premier ministre Sébastien Lecornu, 2 jours après qu'il a de nouveau été nommé par Emmanuel Macron. Parmi les 34 ministres qui composent ce nouveau gouvernement, on retrouve Gérald Darmanin à la justice, Rachida Dati à la culture ou encore Catherine Vautrin qui passe du ministère du Travail à celui des Armées. Ils étaient tous déjà présents au sein des précédents gouvernements. Beaucoup de profils viennent aussi de la société civile, ce ne sont donc pas des hommes et des femmes politiques de carrière. C'est le cas du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui devient ministre de l'Intérieur, ou du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui est le nouveau ministre des Transports. Si vous voulez en savoir plus, on a publié la liste complète du nouveau gouvernement sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Sinon, le parti de droite Les Républicains a annoncé exclure de ses rangs les 6 ministres LR qui sont entrés dans le nouveau gouvernement, dont Rachida Dati. En fait, le parti avait annoncé ne pas participer au futur gouvernement, mais seulement apporter un soutien texte par texte au gouvernement. La prochaine étape pour le Premier ministre désormais, c'est de faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale ce mardi. C'est un discours dans lequel il expose les grandes orientations de son programme aux députés. De leur côté, la France Insoumise et le Rassemblement national ont annoncé déposer une motion de censure contre le gouvernement, mais séparément, donc chacun sa motion. Elles devraient toutes les deux être examinées à l'Assemblée nationale cette semaine. Le risque, si l'une d'entre elles obtient une majorité de voix, c'est que Sébastien Lecornu soit contraint de démissionner. On suivra ça. Deuxième info, c'est officiel, l'ancien
l'ancien président Nicolas Sarkozy ira en prison le 21 octobre prochain. En fait, il était convoqué ce lundi par le parquet national financier pour connaître la date à laquelle il devrait se présenter à la prison de la Santé à Paris. Une fois incarcéré, Nicolas Sarkozy devrait faire une demande de mise en liberté. Cette demande, chaque détenu peut la faire tant que sa condamnation n'est pas définitive. C'est le cas pour Nicolas Sarkozy car il a fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Donc il sera de nouveau jugé. La cour d'appel aura ensuite un maximum de 2 mois pour valider ou non sa remise en liberté. Du coup, même si sa demande est acceptée, il va passer quelques semaines en prison. Pour le moment, il sera isolé des autres détenus dans le quartier des personnes vulnérables. Cette partie de la prison possède des cellules individuelles de 10 mètres carrés dotées de douches et de plaques de cuisson. Troisième info qui concerne Madagascar et il y a beaucoup d'actualités. Premièrement, le président du pays, Andry Rajoelina, a été exfiltré par un avion militaire français selon le média RFI. Emmanuel Macron aurait donné son accord. Et sinon, le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, dit CAPSAT, qui est une unité de l'armée malgache, a annoncé ce dimanche prendre le contrôle de l'armée justement. En fait, la veille, le CAPSAT avait appelé les autres corps de l'armée et la police à désobéir aux ordres du gouvernement et à mettre fin aux violences contre les manifestants qui protestent depuis le 25 septembre. Les manifestants dénoncent des coupures d'eau et d'électricité qui touchent l'île, mais contestent aussi plus largement le pouvoir et appellent à la démission du président, considéré comme corrompu. Au moins 22 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, selon le dernier bilan de l'ONU. Le chiffre est contesté par le président. En tout cas, face à la situation, Air France a annoncé suspendre ses vols entre Paris et Antananarivo, la capitale de Madagascar, jusqu'à ce lundi inclus. On vous tiendra au courant. Quatrième info, 58 soldats pakistanais ont été tués pendant une offensive à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est ce qu'a annoncé l'Afghanistan ce dimanche. L'armée pakistanaise parle de 23 morts dans ses rangs et de 200 côté afghan. En fait, cette attaque, elle s'apparente à une opération de représailles du gouvernement taliban, un groupe islamiste armé qui est au pouvoir depuis 2021 en Afghanistan. Les talibans accusent le Pakistan d'avoir bombardé Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, ce jeudi. Le Pakistan, lui, n'a pas confirmé être à l'origine de ces bombardements. Après l'opération de représailles de ce week-end, le Pakistan a promis, je cite, une réponse musclée à l'attaque de samedi. Il faut savoir que les relations entre les deux pays sont tendues depuis 2021 et le départ de l'armée américaine de l'Afghanistan, qui y était présente depuis 2001. Le Pakistan accuse l'Afghanistan notamment d'abriter des talibans pakistanais d'un groupe nommé TTP, qui veut renverser le gouvernement pakistanais, le jugeant trop proche de l'Occident. Cinquième info qui concerne le climat, les récifs coralliens viennent de franchir un point critique lié au réchauffement climatique. Ils sont désormais au-delà du seuil à partir duquel ils ne parviennent plus à se régénérer. C'est ce que conclut une nouvelle étude publiée ce lundi par 160 scientifiques internationaux. Les récifs coralliens, qui sont de véritables piliers de la vie marine et source de nourriture pour des millions de personnes, subissent déjà depuis 2 ans une mortalité record. En fait, à partir de 1,4 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, les coraux ne peuvent plus survivre. Ils blanchissent, expulsent les micro-organismes qui leur permettent de vivre et finissent par mourir. Concrètement, au-delà de ce seuil de 1,4 degré, les récifs subissent un dépérissement sans précédent et la survie d'1 million d'espèces marines selon l'étude. En 2024, le réchauffement global planétaire a dépassé les 1,5 degrés pour la première fois de l'histoire. Pour les scientifiques, si ces points de basculement sont franchis, les catastrophes, souvent irréversibles, peuvent s'enchaîner en cascade. Alors attention, le franchissement de ce point de basculement ne signifie pas que tous les coraux disparaissent d'un coup, mais qu'on est entré dans une phase irréversible où leur perte va s'accélérer, mettant en péril la vie de près d'1 million d'espèces marines et menaçant la subsistance de centaines de millions de personnes à travers le monde. Les scientifiques soulignent que si d'autres seuils critiques sont dépassés, comme la fonte irréversible des calottes glaciaires ou l'effondrement des courants océaniques, ça pourrait déclencher une série de catastrophes écologiques en chaîne, de plus en plus difficiles à stopper. Et on termine avec cette actu, un message d'alerte pour permettre de se préparer en cas de catastrophe naturelle va être envoyé toute la semaine à des milliers d'habitants de Paris, de Seine-et-Marne, d'Essonne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L'exercice s'appelle Hydros 2025 et est organisé à l'initiative de la préfecture de police pour se préparer au risque d'inondation, considéré par la mairie de Paris comme le premier risque naturel qui menace la capitale et donc potentiellement ses alentours. 500 000 hectares pourraient être touchés en Île-de-France, soit un peu moins de la moitié de sa surface totale, et 700 000 Parisiens pourraient être concernés. Ces messages de mise en situation, c'est aussi l'occasion de tester le dispositif FR Alert qui permet l'envoi de messages à un grand nombre de personnes en simultané. À noter qu'en parallèle, ce lundi, la mairie de Paris a organisé des mises en situation appelées Paris inondé pour rejouer en quelque sorte le scénario de 1910. Cette année-là, la Seine avait
avait atteint 8,62 mètres au niveau du pont d'Austerlitz, un record jamais dépassé depuis. L'exercice projette des habitants du quartier du Marais un matin de mars 2026. Dans le scénario, des centaines de milliers de personnes doivent être évacuées, le métro est inondé, le gaz et l'électricité coupés, les égouts menacent de déborder et des pénuries alimentaires ont déjà lieu. Il faut noter que ces différents événements météorologiques et climatiques, comme les inondations donc, vont devenir plus fréquents et plus intenses à cause du changement climatique selon les scientifiques. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors je le disais, pour découvrir les actualités culturelles en exclusivité, mais aussi les actualités du jour en podcast et les interviews en podcast, rendez-vous sur notre podcast tout simplement. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.